C'est vrai que en fait, le plastique, à la base, ça a été fait pour être un matériau solide et qui dure dans le temps. Mais le problème, ses avantages font ses inconvénients aussi. Là, on voit, c'est des multimatériaux qui se retrouvent dans la nature ou pas, mais il faut les traiter. Et c'est ça qui est très complexe. En gros, toutes ces familles de plastique ont été expliquées. C'est comme si on essayait de recycler de l'aluminium avec du verre et une bouteille de plastique en classique, et de se dire on va mélanger tout ça et créer un nouveau matériau avec ça. Donc l'approche, elle est un peu philosophique, je rejoindrai ce qui a été dit, c'est de se dire on crée du déchet et c'est pas, faut pas l'admettre, faut se dire on va en faire quelque chose d'autre et essayer de trouver des solutions. Elles sont peut-être pas parfaites parce que c'est très complexe, mais c'est d'avancer et de proposer des choses pour aller vers quelque chose on va dire de plus envisageable et plus durable. Alors pour le public et puis aussi pour les internautes, parce que c'est enregistré et ça peut être vu en replay, essayez de comprendre de quoi on parle. Qualitativement, quantitativement, il y a des chiffres. C'est pas facile, je pense, d'estimer ce qu'il y a réellement en mer en termes de plastique. On entend des chiffres, on en a parlé un peu ce matin, c'est 10 millions de tonnes de plastique par an qui seraient jetées dans les océans. Cumulées depuis des années, il y aurait 150 millions de tonnes. Dans ce volume, comment ça se répartit? Alors, on peut se dire il y a des bouteilles en plastique, des bouchons, etc. Mais après, on peut se parler de matériaux. Est-ce que vous voulez partager des... Alors déjà, sur les chiffres, il y a un chiffre qui est intéressant et j'ai écouté assez récemment François Galgani de l'Ifremer, donc je pense que c'est important d'écouter les scientifiques et ce qu'ils nous disent. Et ils déploient toutes les flottes océanographiques pour essayer de comprendre la nature de cette pollution. Et le constat, c'est que ces déchets, que ce soit des macro-déchets ou des microparticules ou des nanoparticules, en fait, ils coulent. Et ce serait 95% de la masse du plastique qui se retrouve au fond des océans. Donc, quand on part de ce constat-là, on imagine bien que, quels que soient les moyens qu'on y met, ça paraît absolument fou de vouloir nettoyer la mer. Et donc, les solutions sont bien à terre. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec tout ce réseau d'associations qu'on fédère avec le programme Un geste pour la mer de la Fondation de la mer. Tous les acteurs qui sont ici, je suis très heureuse de pouvoir partager cette table ronde avec les assos du réseau Un geste pour la mer et les partenaires de la Fondation de la mer. Et donc, parmi toutes ces associations, certaines ramassent des quantités astronomiques de déchets et certains ont exploité une certaine catégorie des gisements de déchets pour en faire des choses intéressantes. Et ça, c'est vraiment... il y a des très bonnes pratiques, il y a des belles pépites qui se font dans les régions. Et l'idée, c'est d'essayer de les dupliquer peut-être dans d'autres régions par d'autres acteurs et de réfléchir au niveau local. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la matière? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les filets de pêche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets qui sont remontés par les fileyeurs, par les pêcheurs? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les associations qui ramassent des tonnes de déchets chaque année? On a monté le programme il y a 20 mois maintenant. On en est à plus de 125 tonnes de déchets collectés par les associations locales et encore c'est minoré parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y a des très très belles choses et tout l'enjeu pour nous c'est de les soutenir et de faire en sorte qu'ils aient les moyens financiers de mobiliser les entreprises pour aider ces associations qui travaillent sur ces gisements de déchets. Et ce programme, je rebondis, pour démultiplier des initiatives vertueuses qui sont faites localement, peut aider à développer le modèle économique quelque part, je dirais. La filière, oui. Et pour compléter sur la question par rapport aux chiffres, quand on dit qu'il y a 640 000 tonnes de filets qui sont perdus chaque année dans les océans, en fait, le protocole, il est compliqué à comprendre parce qu'il n'est pas vraiment homogénéisé. Et surtout, il faut prendre en compte qu'en France, ça fait seulement 3 ans qu'on s'intéresse vraiment aux filets fantômes. Ça fait seulement 3 ans qu'on exploite enfin les données de Sandrine Ruiton de l'Institut d'océanographie de Marseille sur ce qu'elle a fait avec son projet GOSMED. Et puis, ça fait seulement 3 ans, encore une fois, que les parcs marins et les aires marines protégées ont été mandatés pour faire des états des lieux. Donc quand on dit 640 000 tonnes, finalement, on se pose la question, mais en France, qu'est-ce que ça représente? Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte dans tous ces chiffres, c'est que nous, sur les filets de pêche, c'est notre domaine d'essayer de mettre en place ces filières pour les filets de pêche usagés sur les ports et pas en mer.
c'est qu'on ne connaît même pas la production annuelle déjà. Parce que tout est fait en Indonésie, tout est fait au Japon, il n'y a rien qui est fait en France, plus rien qui est fait en Europe. Et ça, la notion de chiffre, elle est importante à prendre en compte parce que nous, on n'a pas pu développer notre filière avant cette année parce qu'il a fallu amasser de la donnée, mettre en place les expertises et de la collecter et surtout d'aller voir directement les principaux intéressés qui sont les pêcheurs. Il y a aussi que la consommation de plastique et donc la production de déchets est exponentielle. Donc c'est un peu ça le double constat, c'est que d'un côté on essaye de collecter, sensibiliser, gérer les déchets, ramasser, mais de l'autre côté on consomme de plus en plus de plastique. Donc effectivement le résultat est plutôt à la hausse. Oui, puis on est de plus en plus nombreux. Hein. Les chiffres disent 10 millions de tonnes aujourd'hui, 30 millions de tonnes à 2040, je crois. Donc c'est le marché de la revalorisation, malheureusement, est un marché porteur. Voilà. Et puis surtout, on diminue la qualité du plastique. Enfin, moi, je le vois depuis 6 ans que je mène mes travaux et la recherche sur les filets de pêche. Il y a 6 ans, mes pêcheurs gardaient entre 2 et 4 ans ou même 6 ans leurs filets. Aujourd'hui, on est passé à 6 mois. Donc on est sur de l'usage unique. Il y a une raison Les filets sont de plus en plus fins parce qu'il n'y a pas de normes en fait. C'est fabriqué à l'étranger, donc ils font ce qu'ils veulent. Et à partir de ce moment-là, on change un colorant, on change un pigment, on change un arôme et on arrive sur un plastique que même à main nue, n'importe qui peut le casser quand il est neuf. Et il est vendu au même prix au pêcheur, donc finalement c'est le pêcheur qui se fait un peu avoir. En fait, ouais, sur la problématique des filets, c'est aussi c'est du consommable maintenant, quoi. Donc en fait, pourquoi le filet est changé, c'est tout simplement parce qu'il pêche plus, quoi. C'est pas parce qu'il est cassé ou il peut être cassé, donc il le change forcément, mais il devient visible sous l'eau, donc les poissons ne se font plus piéger. Donc c'est pour ça qu'ils sont changés régulièrement, ces filets. Et pour venir à la production de plastique, oui, c'est bien ça le problème. C'est le tsunami, il est à terre. Hein. Là, ce week-end, j'étais à un événement sur le Loire Paddle Trophy, donc un endroit absolument magnifique, à côté de Saint-Étienne. Et sur les rives de la Loire, c'était rempli de microplastiques, mais les petits bouts de plastique là qu'on utilise pour fabriquer tout un tas d'objets. Et donc là, c'était rempli. Donc le 7e continent, faut pas aller bien loin, il est juste à terre avant d'arriver en mer. Donc le problème est vraiment à terre. Après, en mer, il faut bien sûr s'en soucier et créer des solutions. Quand on dit des solutions, c'est plutôt de la sensibilisation et montrer qu'on peut agir. Mais après, faut avoir une extrême humilité par rapport au problème parce qu'il est immense, quoi. Est-ce qu'il y a des solutions pour recycler le microplastique aujourd'hui ? Je me pose la question. On ne peut pas l'attraper. Déjà, ou alors il faut des filets à maille très très fine, mais je ne sais pas, c'est une question. Déjà, il faut l'attraper et puis il faut le caractériser. Il ne faut pas mélanger tous les plastiques. Un plastique, là, le terme plastique, il est général, c'est une famille. Il y a des polyamides et même dans la famille des polyamides, il y en a 11 différents. Nous, sur les filets de pêche, on ne peut recycler que le polyamide 6. Si on a un filet en 6,12 ou en 6,9, ce n'est pas les mêmes propriétés, on ne le fait pas chauffer à la même température. Donc déjà, quand on arrive sur du plastique marin, et ça, il faut le prendre en compte, c'est qu'il faut identifier. Et des fois, quand on voit un plastique, son état de dégradabilité, qu'il est plein de matières organiques, même de bactéries, quand il y a Jean-François Giglione à Banyuls qui a identifié la bactérie du choléra sur un plastique marin, il faut se poser la question de quel est l'intérêt finalement de recycler ce plastique. Est-ce qu'il n'a pas aussi un impact ? Et tout projet, et c'est pour ça aussi que Simon pourra en parler, il ne recycle pas le plastique marin parce qu'il y a des polluants organiques persistants. Nous, on est obligés, par rapport à nos entreprises, de faire les analyses. Mais il y a encore des projets qui ne le font pas. Et ça, c'est dangereux. On ne peut pas tout mettre n'importe quoi, en fait. Oui. Et c'est ça qui est important. Et les médias, en fait, ils choisissent de simplifier cette donnée et de discrédibiliser le métier de beaucoup de professionnels qui s'entêtent à trier les plastiques et à faire en sorte que tout soit recyclé. Et je pense que tu peux rebondir sur la pyrolyse derrière de ce que vous faites réellement. Ouais, complètement. Nous, on travaille surtout sur le recyclage, donc à terre, avant que le plastique arrive dans la mer. Et le plus dur, c'est de trouver le modèle économique. Là, on l'a dit, on peut faire des objets à forte valeur ajoutée. Ici, des œuvres d'art, ça fonctionne parce qu'il faut donner derrière un prix assez élevé, parce que la collecte coûte cher, le recyclage coûte cher. Et donc, vraiment, le gros défi, il n'est pas technique, c'est de trouver qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets et quel objet de valeur, quel modèle économique on va pouvoir trouver pour que ça vaille le coup. Ou alors, il faut subventionner énormément la collecte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on croule sous les déchets. C'est qu'en France, on a encore des collectes qui sont subventionnées. On n'a pas besoin. Il y a des camions qui passent, des camions poubelles.
Mais dans beaucoup de pays, en Asie, en Afrique, qui n'ont pas d'accès au système de gestion de recyclage, les déchets sont là parce que ça vaut rien et qu'on ne sait pas, c'est trop cher de pouvoir les recycler, les valoriser. Et donc c'est ça le vrai défi finalement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est pas technique le problème. Et la logistique. Enfin, pour rebondir les encore, coûts du transport, le coût du transport et surtout prouver qu'il y a un tonnage. Nous, c'est ce qu'on dit, il a fallu 6 ans pour prouver qu'il y avait un peu plus de 800 tonnes par an de filets de pêche usagés. Mais ça, il a fallu sortir les données, il a fallu aller sur le terrain pour rencontrer chaque professionnel de la pêche. Mettre une filière de recyclage de plastique, de toute façon, tout industriel nous le dit, tant que vous ne prouvez pas que c'est rentable, ça sert à rien. Xavier, est-ce que tu veux nous parler de ton programme de recyclage ? Oui, alors nous, l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre les différents acteurs, donc aussi bien d'abord sur le territoire, parce que les solutions sont sur les territoires, avec les pêcheurs en particulier. Donc là, on travaille sur toute la côte Occitanie, on va dire de la Camargue jusqu'à l'Espagne. En moyenne, à peu près, c'est un chalut, c'est 50 kilos de déchets par semaine. Donc ça fait 150 litres à peu près de déchets. Donc c'est quand même assez incroyable quand on voit ça et quand on met le nez dedans surtout. Et quand on voit la quantité de plastique, parce que ça représente à peu près 90% des déchets récupérés, et énormément de plastique souple, donc entre deux eaux, qui sont ni en surface ni complètement au fond. Donc ça fait énormément de plastique. Et après, on développe donc sur la côte atlantique des programmes aussi sur la Vendée, l'île d'Oléron et puis du côté du Pays Basque. Et l'idée, c'est de faire donc dans une approche, on va dire, locale. Donc le local et le global qui permet de créer différents types de filières. Donc là, nous, en termes de filière, l'idée, c'est bien sûr de maîtriser les risques par rapport à tout ce qui a été évoqué précédemment. Et par rapport à ça, c'est une subtilité de mélange par rapport à des gisements bien tracés qui permettent de garantir une certaine sécurité. Et par rapport aux gisements marins qui, par nature, a moins de traçabilité, mais par contre qui permet justement d'apporter aussi un message de sensibilisation au grand public, parce que tout le monde veut préserver la mer d'une certaine manière. L'idée, c'est vraiment d'aller agir dans les pays qui aujourd'hui n'ont pas d'accès au recyclage, en développant des systèmes donc, basés sur ce qui existe aujourd'hui dans l'industrie, parce que le recyclage, c'est pas nouveau, basés sur ce qui existe aussi dans les pays qu'on vise. Typiquement, l'Égypte, c'est un super laboratoire, 70 000 personnes qui vivent du recyclage informel. Donc à une échelle, c'est des entreprises familiales, une entreprise qui trie, l'autre qui broie, l'autre qui recycle, une entreprise qui construit des machines de recyclage, parce qu'elles sont construites sur place. Donc nous, on s'est inspiré de tout ça, de ce qui se faisait en Europe, aux États-Unis, mais aussi dans les pays du Sud, entre guillemets. Et on a rétro-ingénieré, c'est-à-dire qu'on a développé des plans, on a fait les plans à partir des machines qui existaient pour que chacun puisse les recopier, les répliquer, et donc faire en sorte qu'il y ait plein de petits centres de recyclage dans le monde entier pour justement recycler à une échelle, que ce soit plutôt du recyclage décentralisé. Et donc ça, c'est un peu l'idée de l'open source, c'est de se dire si on arrive à partager cette connaissance massivement, on va pouvoir avoir un impact très grand, très rapide. C'est un peu la vision, l'objectif. Et là, on l'a vu avec le Covid, ça a très bien marché parce que justement, il y avait un objectif, une urgence commune dans le monde entier. Tout le monde a uni les forces, les scientifiques ont partagé la connaissance alors que ce n'était pas le cas, c'est rarement le cas. Et donc, on a réussi à résoudre pas mal de choses grâce à ça. Donc, on a beaucoup d'espoir dans l'open source et on se dit que ça va peut-être pouvoir amener de la valorisation du recyclage là où aujourd'hui on n'en a pas. Je pense que c'est le passage à l'action. Après, sur le sujet du plastique, c'est tellement complexe, tellement mondialisé, ça nous dépasse tous. Je pense qu'il faut être extrêmement, avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça et avancer du mieux possible en collaboration avec, bien sûr, les acteurs locaux et ceux qui peuvent faire avancer les choses dans le bon sens, c'est-à-dire les industriels qui aujourd'hui génèrent ce plastique et voir comment on peut mieux faire les choses pour éviter d'être aujourd'hui, de changer la donne qu'on voit aujourd'hui. Et là, on voit que tout le travail qui est fait par les acteurs ici sur la table ronde, on est dans la bonne direction, mais le sujet est
et d'une complexité sans nom, quoi. Donc c'est avancer et puis proposer des solutions et humilité, je pense. Oui, c'est très clair. Moi, je pense qu'il faut juste se rendre compte que les solutions techniques ont toujours des limites. Et donc, il ne faut pas se reposer sur les ingénieurs ou les projets qui paraissent formidables. On a des projets qui sont super, tous. On fait des tas de choses, mais on se rend compte aussi de nos limites et de la limite de la technique. Et donc, il faut toujours se rendre compte que c'est chaque comportement humain, finalement, et c'est les comportements des consommateurs, de nous tous, qui vont avoir un impact derrière, in fine, et qui vont nous permettre de réduire la consommation de plastique et donc de déchets. Donc juste se rendre compte que il ne faut pas attendre qu'il y ait des gens qui fassent en se disant c'est des super projets là, c'est super bien, moi je vais continuer comme d'habitude, parce qu'on sait exactement quelles sont les limites et on sait exactement qu'on n'y arrivera pas tout seul et qu'il faut que chacun réduise sa consommation de plastique, aille acheter une gourde s'il n'y en a pas, et petit à petit réduire jusqu'au zéro déchet, en tout cas repenser son mode de vie et ses comportements, parce que c'est quand même très difficile de changer. C'est bien pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et bah, du coup, moi, je vais compléter sur le consommateur. C'est informez-vous, décortiquez chaque projet. C'est pas parce qu'on a dit quelque chose que c'est argent comptant. Allez chercher, vérifiez. Si vous avez sur un site web pour acheter un produit où vous n'avez pas la description exacte de la matière, appelez, contactez, posez des questions. C'est important parce que c'est pour vous, c'est pour nous, mais c'est surtout c'est pour le futur de se dire je sais ce que j'achète, comment j'achète et à qui je l'achète. Parce que finalement, s'il vient de Chine et qu'on dit que c'est une brosse à dents en bambou, ben non, l'impact écologique il est réduit en fait, c'est n'importe quoi. Mais voilà, moi ce sera mon conseil, c'est décortiquer chaque projet. Ne prenez pas argent comptant tout ce qu'on dit aujourd'hui, même s'il y a des super projets comme le dit Simon, vous avez le choix. Renseignez-vous sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tous les moyens d'information possibles, donc posez des questions. Finalement, c'est le même message que je voulais porter pour les consommateurs. Pour les entreprises, faites coopération plutôt que concurrence, parce qu'à partir du moment où un jour on vous dit non, ou on nous dit non, on ne règle pas le problème. Finalement, si demain il n'y a plus de planète, il n'y aura plus de concurrence, mais il n'y aura plus d'entreprise non plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en 2019, l'Union européenne a reconnu qu'on pouvait porter un crime contre la nature, le crime d'écocide. Ça, c'est possible seulement si les espaces naturels ont des personnalités juridiques. Aujourd'hui, la Loire n'a pas de personnalité juridique. Demain, ce sera un de nos projets avec le projet Azur de lui en donner un. La Méditerranée, c'est la même chose. Donner une personnalité juridique à la Méditerranée, c'est une capacité de traîner en justice les surpollueurs de la Méditerranée. Demain, si on retrouve des millions de tonnes de bouteilles appartenant à Coca-Cola, on pourra discuter avec eux pour que justement ils mettent en place la consigne, parce qu'il y aura un cadre juridique dessus.